Donc on accueille Gérard Sollet, président et fondateur en 2007 de Legitam, une association dont vous allez nous parler. Et puis je donnerai la parole ensuite à Yuna Chifolo pour aborder cette partie consommation et on discute. Oui, bonjour à toutes et à tous. Legitam, c'est une association qu'on a fondée il y a presque une dizaine d'années maintenant, dont l'objectif, puisque sa dénomination la plus étendue étant légitime alimentation mieux-être, est de donner des outils et des points de repère pour que justement les citoyens puissent trouver un mode alimentaire qui soit le plus correct possible, correct étant évidemment très subjectif, puisque c'est de trouver une alimentation qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit durable, une alimentation qui soit bonne pour la santé et qui puisse favoriser justement les générations futures pour retrouver les mêmes conditions. Donc notre objectif, c'est à travers un ensemble d'outils, c'est de redonner les repères qui sont perdus, puisque aujourd'hui, vous allez dans la rue, déjà vous questionnez les passants sur quels sont les produits de saison, vous en trouverez très peu qui seront capables de vous donner les légumes qui sont, enfin les fruits ou légumes qui sont en correspondance avec la saison dans laquelle on est. Il y a déjà ce point de repère. Après, c'est dans la façon, ou du moins dans les diversités de produits que l'on peut trouver. Il peut y avoir aussi dans la façon dont on prépare ces différents produits pour s'en faire des repas qui soient aussi bien savoureux que variés, puisqu'il faut une variation suffisamment importante des repas pour assurer un équilibre alimentaire. Donc tous ces aspects-là, évidemment, on essaie de les développer sous différentes formes, donc à travers soit des ateliers de cuisine, par exemple, pour apprendre des méthodes de préparation qui permettent d'utiliser des produits qui soient de saison, qui permettent d'utiliser des produits qui sont bien souvent oubliés. Il faut savoir que pour des questions pratiques, les grandes surfaces ont réduit de façon considérable le choix des variétés que l'on peut trouver. Et les variétés qui ont été conservées n'ont pas été conservées parce qu'elles étaient intéressantes sur un plan nutritionnel. Elles ont été conservées parce que soit plus résistantes aux produits phytosanitaires, soit parce qu'elles correspondaient à un choix qui était plus fréquemment fait par les consommateurs. Après, il y a quelles sont les connaissances des consommateurs pour faire tel ou tel choix au niveau des produits. Il y a un problème de communication puisque certaines communications qui ont été faites sur des produits ont été un petit peu ambiguës, voire contradictoires sur l'intérêt justement de leur choix. Ce qui fait que si vous optez pour, par exemple, des variétés de tomates X ou Y, eh bien, vous allez peut-être écouter la propagande faite par des fournisseurs de graines qui vont être plus intéressés économiquement par disons, favoriser telle ou telle variété, alors que vous allez voir par contre d'autres mouvements, comme par exemple Cocopelli, qui favorise l'échange de graines justement pour conserver certaines diversités. Vous allez avoir un autre discours. Et ce que nous, on essaye de faire justement à travers l'association, c'est de donner ces points de repère qui permettent de prendre les bonnes décisions, ou du moins de meilleures décisions en connaissance de cause. De la même façon que quand on sait ce que comportent certains produits industriels, enfin agro-industriels, eh bien on a plus de facilité à faire le choix, sachant que même si au niveau des produits finis, il y a une obligation d'étiquetage des ingrédients, il y a aussi des règles qui existent dans ces étiquetages. Il faut aussi connaître un minimum de choses, c'est-à-dire que quand vous avez les codes des additifs alimentaires qui sont indiqués, à quoi correspondent-ils? Il y a quand même 4 familles de ces additifs. Donc il faut avoir un minimum de repères pour comprendre
ces étiquetages et faire les bons choix. Voilà. Ce sont évidemment des choses qu'on essaye de définir et de propager pour que les gens aient un peu plus d'informations aussi sur ces critères. Et puis, il y a aussi un autre point, et là je reviens un petit peu sur l'histoire des circuits courts, pour comprendre quel est l'impact justement de ces choix de circuits courts. C'est de comprendre aussi quels sont les impacts sur l'environnement, mais également l'impact économique. Il y a par exemple l'ONG Grain qui communique un petit peu sur l'accaparement des terres, par exemple, qui est fait sur les territoires africains. Notamment. Hein. Il faut savoir qu'il y a des pays qui achètent de plus en plus de territoires comme ça pour cultiver ce qu'ils ne peuvent pas cultiver chez eux, par manque d'espace. Le problème, c'est que quand vous consommez hors saison, eh bien, vous favorisez également ces accaparements des terres, puisque vous demandez à ces pays de produire finalement des choses que vous allez consommer hors saison. Et c'est important de comprendre un petit peu ces conséquences économiques. Il est anormal que certains agriculteurs dans certains pays crèvent de faim alors qu'ils produisent ce que nous, on va consommer et de façon excessive. Hein, on est dans un pays où, au niveau de la restauration collective, on est à 35% de déchets, c'est-à-dire de repas qui sont produits et jetés. Et on est, au niveau de la consommation des ménages, à 42% aussi d'aliments achetés et jetés. Donc il y a un gaspillage alimentaire qui est énorme. Donc il y a tout un tas de repères à remettre en phase, de manière à ce que les gens comprennent que si on achète déjà local, si on achète de saison, si on adopte un autre comportement vis-à-vis de cette alimentation, on aura des conséquences qui vont être à différents niveaux et à court terme, mais aussi à très long terme. Donc voilà, c'est un élément. Et puis juste par rapport à la restauration collective, il faut savoir qu'au niveau de la restauration collective, la demande en circuit court est de très longue date. Hein. Moi, je me rappelle de questions qu'on m'a posées il y a déjà plus de 20 ans sur la façon dont on pouvait, au niveau des marchés publics, intégrer la notion de circuit court. Et il est évident qu'il y avait des règles à respecter. On ne pouvait pas dire « je veux un approvisionnement local ». Donc c'est vrai que une façon de contourner un petit peu ces règles était de dire « je veux limiter la déperdition nutritionnelle qu'il y a avec l'approvisionnement long ». Disons, et donc, il faut savoir que lorsqu'un produit voyage, il y a une déperdition nutritionnelle. Donc c'est sur cette déperdition qu'on pouvait jouer pour favoriser l'approvisionnement en circuit court. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué, même si la demande était déjà, il y a une vingtaine d'années, présente. Là, elle est de plus en plus présente par la demande des consommateurs et notamment des parents d'élèves pour la restauration scolaire. Donc voilà, je m'arrête là, mais...